Je tiens à présent la parole à son Excellence Alvaro Romanos Batiste, ministre des Affaires extérieures, du Commerce international et de l'aviation civile de Sainte-Lucie. Et je souhaite particulièrement la bienvenue à la délégation de Sainte-Lucie et je donne la parole à son Excellence Alva Batiste. Mr. President, Monsieur le Président, Madame la Présidente, il y a un an, jour pour jour, le 30 septembre 2013, j'ai eu l'idée de faire pour la première fois un discours devant cette auguste assemblée. J'ai saisi cette occasion pour rendre hommage aux grands architectes de la paix dans le monde qui ont rendu possible la naissance et les balbutiements de notre Organisation des Nations Unies. Ce faisant, Madame la Présidente, j'ai eu recours aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, une boussole toute prête pour guider mon action sur les différents dossiers prioritaires pour nous à l'époque. Sous la houlette de l'ancien président de l'Assemblée générale, John Ash, qui a piloté notre organisation de paix avec succès en des temps pourtant très troublés. Monsieur le Président, Madame la Présidente, les questions qui à l'époque étaient au cœur de l'attention de la communauté internationale incluaient le terrorisme mondial et les tensions au Moyen-Orient ainsi que sur la péninsule coréenne. Ces problèmes étaient encore aggravés par des inquiétudes entourant des conflits géopolitiques et des problèmes commerciaux en souffrance, tout comme plusieurs approches macroéconomiques et commerciales jouant au bénéfice des pays industrialisés et au détriment des pays en développement. C'est inévitable. Les problèmes non résolus reviennent toujours au goût du jour et sont encore exacerbés par les problèmes qui leur succèdent. Et c'est pourquoi cette année, l'Assemblée générale est convoquée dans des temps plus troublés que jamais. Depuis nos débats en septembre dernier, sans aucun doute, les tensions et les conflits ont augmenté au Moyen-Orient, la région du monde dont inévitablement dépend le prix du pétrole et des produits qui lui sont associés et qui sont utilisés par les citoyens du monde entier, riches comme pauvres. D'un autre côté, les fruits qui, nous l'espérions, allaient découler de la fin de la guerre froide, ce potentiel de normalisation des relations sur le continent européen et dans bien d'autres régions du monde, ces fruits donc semblent aujourd'hui nous échapper. Nous sommes témoins de signaux de tension, de pression qui autrefois étaient associés à la guerre froide et qui reprennent une nouvelle vigueur, provoquant une nouvelle inquiétude pour toute la communauté internationale. Face à ce genre de signaux inquiétants, Monsieur le Président, Madame la Présidente, il est plus difficile pour des petits pays comme le mien d'avoir l'attention des grandes puissances pour l'évaluation et la discussion des questions qui nous tiennent à cœur et de nos objectifs. Ce n'est possible que si les membres qui dominent la communauté internationale peuvent s'associer à notre cause. Sans les positions et les tensions qui soulignent une allégeance de la part des petites puissances de tel ou tel côté. C'est pourquoi nous voulons, quant à nous, dire qu'à nos yeux, cette enceinte, la plus importante des enceintes internationales, devrait se consacrer entièrement à la recherche de solutions dans le cadre desquelles les principes et objectifs qui sont ceux de cette organisation, notamment l'accent mis pour un règlement négocié des conflits, soient centraux. Ces conflits de plus en plus intenses ont des conséquences négatives sur les capacités des petits États à avoir l'attention des plus grandes puissances. Ils retardent donc la contribution positive que peut apporter la communauté internationale au règlement de nos problèmes. Dans un tel contexte, nous avons constaté avec une certaine alarme
qu'en Europe, des tendances sont à l'œuvre qui indiquent un retour possible des logiques de guerre froide sur ce continent. Pour nous, cela ne peut jouer qu'au détriment de petits pays tels que le nôtre, dans des enceintes telles que celle-ci. Car nous craignons de devoir une fois de plus automatiquement pencher d'un côté ou de l'autre. En tant que petit pays, nous avons appelé à des négociations. Les négociations doivent l'emporter dans la poursuite de la transformation du continent européen, des relations qui le gouvernent après la dissolution de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. Même si nous sommes très loin de l'Europe, nous avons toujours eu une relation intense avec ce continent. Et cela se poursuit. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que la diplomatie l'emporte. Nous nous félicitons d'avoir vu récemment que c'est peut-être là la voie qu'est en train de choisir le continent européen. Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous sommes soulagés de constater que les tensions au Moyen-Orient, notamment autour de la question palestinienne, sont une nouvelle fois traitées à la table des négociations. Cela s'accompagne d'autres événements plus anciens, un peu plus anciens, s'agissant des tensions entre les puissances de l'OTAN et l'Iran. Les différentes parties ont pu trouver un terrain d'entente pour négocier, dialoguer. Cela a mené à des positions conjointement négociées quant à la situation extrêmement complexe en Syrie et à l'émergence du soi-disant État islamique qui sème le chaos et le trouble au Moyen-Orient. Quant à ce qui se passe dans cette région, nous ne pouvons que former le vœu de voir les négociations et la coopération entre les grandes puissances et entre ces puissances et les puissances du Moyen-Orient continuer, alors même que certains membres de la communauté internationale se sentent obligés d'avoir recours à la force. Nous réaffirmons, même sur une scène internationale extrêmement complexe, l'attachement de notre pays au règlement pacifique des différends. Monsieur le Président, Madame la Présidente, alors que de nombreux événements dans le monde contiennent en germe une marginalisation accrue de notre région, nous voulons aussi mettre l'accent sur les tendances les plus positives qui se font jour au sein de la communauté internationale et qui débouchent sur un espace accru octroyé à nos pays sur la scène internationale. Donc, Sainte-Lucie est encouragée par la possibilité de davantage de flexibilité dans les processus de prise de décision pour tous les membres de la communauté internationale, et ce, via l'émergence de grands pays en développement qui sont maintenant désignés comme des acteurs de poids, d'un poids de plus en plus important pour le règlement des questions internationales. Lorsque je me suis exprimée devant cette Assemblée lors de la 68e session l'année dernière, j'ai fait allusion à la naissance d'institutions telles que l'Union des États d'Amérique du Sud, UNASUR, qui comprend certains membres de la communauté des Caraïbes, ou CARICOM. J'ai évoqué aussi l'Alliance bolivarienne pour notre Amérique, l'ALBA. La création de tels organes représente pour nos pays un plus pour réaliser les objectifs du militaire pour le développement, en faveur desquels nous sommes tous engagés. Sainte-Lucie dit toute sa reconnaissance à l'ALBA pour son action. C'est une institution qui s'engage à prêter assistance aux pays sans demander d'engagement idéologique d'un côté ou de l'autre. Elle reconnaît plutôt la priorité du développement social et économique et donne toujours la priorité au règlement pacifique des différends. Dans cet esprit, nous saluons la République bolivarienne du Venezuela pour la contribution qu'elle a apportée à la lutte contre le virus de l'Ebola. Nous remercions aussi Cuba, qui a dépêché 156 médecins en Afrique occidentale pour prêter main forte à la population qui lutte contre ce virus mortel. Madame la Présidente, Sainte-Lucie se félicite de l'initiative prise par le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, aux côtés de la Russie, pour
approfondir, étendre la sphère d'assistance à disposition de tous les pays en développement. De cette façon, ces pays ont de meilleures chances de réaliser toutes les cibles des objectifs millénaires pour le développement. Nous souhaitons notamment mentionner la création de la nouvelle banque de développement qui viendra encore faciliter les efforts consentis par les pays en développement pour la reconstruction économique. Car la création de l'Organisation mondiale du commerce et l'approche qu'a adoptée cet organe en matière de libéralisation internationale du commerce ont secoué les fondements même de nos économies, notamment dans le domaine de l'agriculture, qui a été sujette à des destructions soudaines et sans précédent. Donc, pour nous, une autre dimension est venue s'ajouter aux efforts fournis par les petits États tels que Sainte-Lucie pour se sortir des conséquences de la libération et de la mondialisation économique industrielle soudaine. C'est dans ce contexte alors qu'émergent de nouveaux équilibres entre les puissances politiques et économiques, que de nouvelles marges de manœuvre semblent exister dans l'utilisation de la diplomatie, y compris sur notre continent, que Sainte-Lucie réitère une fois encore son opinion selon laquelle le blocus imposé à la République du Cuba doit être levé. Et plus précisément, mon gouvernement demande aussi à ce que Cuba soit rayé de la liste des États appuyant le terrorisme. C'est là une relique des conséquences de la guerre froide qui a disparu. Et au vu du fléau que représente le trafic de stupéfiants en particulier, nous demandons à ce que la coopération entre tous les pays dans le continent soit accrue pour tourner la page sur toutes les positions typiques de la guerre froide. C'est une condition sine qua non pour une paix et un développement équilibré. Et s'agissant de nos efforts pour mettre en place des arrangements et une coopération contre la menace du trafic de stupéfiants dans la mer des Caraïbes, c'est particulièrement important. Les barons de la drogue, Monsieur le Président, Madame la Présidente, ne font aucune distinction idéologique entre les pays. Ils exploitent les faiblesses qui découlent de nos positions politiques dépassées et qui empêchent une vraie coopération régionale. Nous le savons, ceux qui se livrent à la vente de produits stupéfiants font des efforts particuliers pour attirer les jeunes et sapent donc cette ressource si précieuse pour notre développement économique à venir et la stabilité de nos sociétés. Encore une fois, je souhaite attirer l'attention de cette auguste assemblée sur notre conviction sans faille, selon laquelle les anomalies historiques héritées de la guerre froide dans notre système international ne devraient pas pouvoir plus longtemps entraver la contribution de pays désireux de participer à l'avancement des pays en développement, en raison de problèmes entourant leurs conditions particulières. Sur ce point, je redis, comme je l'ai fait l'année dernière au nom du gouvernement de Sainte-Lucie, que nous souhaitons que Taïwan puisse participer aux organisations internationales, notamment à l'œuvre de celles organisations qui se concentrent sur des solutions techniques, des modalités techniques à apporter pour répondre à des problèmes qui concernent toute la communauté internationale et ses États membres. Dans cet esprit, mon pays lance donc une fois de plus un appel pour une participation plus importante de Taïwan, notamment aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Taïwan a des trésors d'expérience. C'est un pays qui a connu une révolution technologique qui a amélioré son développement économique et le bien-être de son peuple. Et à plus d'un titre, cet État est devenu un modèle exemplaire en matière de développement économique pour les petits États. D'où notre conviction selon laquelle le gouvernement et le peuple de Taïwan ont beaucoup à offrir aux pays en développement. Et c'est pourquoi nous appuyons toute initiative institutionnelle qui permettrait à ce pays de contribuer par le truchement de ces mécanismes des Nations Unies qui visent à trouver des solutions en matière de développement social, économique et technologique. Monsieur le Président, Madame la Présidente,
J'aimerais maintenant aborder le thème qui a été choisi comme fil rouge pour le débat général de cette année, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement durable pour l'après-2015. C'est un thème qui concerne deux questions d'une importance capitale pour Sainte-Lucie en tant que petit État insulaire en développement. À ce stade, Monsieur le Président, Madame la Présidente, je me dois de féliciter le Président de l'Assemblée générale et son pays, l'Ouganda, pour le choix de ce thème, qui revêt une importance toute particulière pour ma région et l'Afrique. En effet, nous avons devant nous la tâche de construire des infrastructures, des institutions qui permettront une autodétermination technologique et économique, afin de relever avec succès les défis de notre temps. Madame la Présidente, puisque j'évoque l'Afrique et la région des Caraïbes dans ce contexte, je vais maintenant passer à une question d'une importance historique, mais aussi très actuelle pour le peuple de Sainte-Lucie et pour toute la communauté des Caraïbes. J'en ai déjà parlé l'année dernière, et je pense à la question de l'attitude des puissances métropolitaines qui doivent absolument prendre à bras le corps la naissance des États des Caraïbes, la façon dont historiquement ces États ont été créés, organisés, et qui doivent aussi réfléchir aux conséquences de ces événements dans le monde d'aujourd'hui. Plus précisément, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des Caraïbes, en juillet de cette année, ont décidé que nous devions demander réparation, quelles que soient les relations qui existent entre nous aujourd'hui et les gouvernements européens pertinents. Nous avons décidé que les États des Caraïbes devraient, dans leur quête pour cet objectif, je cite, demander à ce que cette réparation soit reconnue au cours de l'Assemblée générale des Nations unies en 2014. Fin de citation. C'est le mandat pour lequel je travaille maintenant au nom du gouvernement et du peuple de Sainte-Lucie, qui, conformément à ce qui a été décidé donc avec la CARICOM, demande réparation. Demande réparation à ceux qui, dans les siècles passés, avaient entre les mains les rênes du pouvoir, n'ont jamais eu de compte à rendre et qui peuvent aujourd'hui faire une contribution supplémentaire et spécifique au programme d'édification de la nation de nos gouvernements, quels que soient les engagements qui ont déjà été pris. Nous demandons réparation, c'est une question de principe. Ensuite, Sainte-Lucie se félicite de l'issue des délibérations lors de la 3e conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, conférence qui a été organisée à Samoa au début du mois. Nous louons les efforts qui ont été faits par les Nations unies sur ce dossier. Le document final de Samoa, la voie à suivre, est venu remettre l'accent sur les problèmes particuliers et persistants qui entravent le développement des petits États insulaires. Et pour citer la récente déclaration des PID, je cite, « Les petits États insulaires en développement restent un cas à part en matière de développement durable. » Fin de citation. Comme l'a récemment souligné le secrétariat de la Commonwealth, des recherches ont montré que les petits États insulaires en développement, tels que Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Nevis, la Dominique, la Jamaïque et Saint-Vincent et les Grenadines, sont les plus exposés face au risque de perte. À travers le prisme de notre perspective régionale, Belize et la Guyane doivent être inclus dans cette liste. Le secrétariat de la Commonwealth a aussi montré que, alors que le taux de croissance par tête totale des revenus dans les PID entre 1970 et 2000 était de 0,73%, la moyenne mondiale était de presque 4 fois plus élevée, 2,70%. Et au cours de la période 2000-2012, les petits États insulaires en développement ont enregistré un des taux de croissance totale annuelle les plus bas, 1,23% comparé à 4,9% pour les pays en développement, 4% pour les PMA et 3,23% pour l'Afrique subsaharienne. Le gouvernement de Sainte-Lucie souhaite que les recommandations de la conférence de Samoa obtiennent toute l'attention internationale qu'elles méritent. C'est essentiel. En effet,
outre les problèmes particuliers qui ont été identifiés comme étant des problèmes qui continuent d'entraver notre développement durable, l'instabilité du système économique international actuel ne fait qu'exacerber la situation précaire des petits États. Là encore, Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous soulignons, comme nous l'avons fait l'année dernière, l'importance des arrangements et modalités d'assistance, y compris un développement plus poussé du fonds d'adaptation afin que nos pays puissent faire face aux conséquences négatives de la hausse du niveau des mers. Et pour ce qui est des besoins urgents de Sainte-Lucie, nous mettons l'accent sur l'assistance pour la reconstruction d'installations qui pourront protéger notre pays contre les catastrophes naturelles dues au changement climatique. Les pertes résultant des catastrophes dans les PID ne cessent de croître et continuent de saper nos capacités à faire face. Au cours des 10 dernières années, de nombreux PID ont enregistré des pertes en matière de développement, car ils ont dû faire face à des situations d'après-catastrophe, ils ont dû endosser les coûts de la reconstruction. Cela les a endettés invariablement. Les Caraïbes ont été une victime de ces événements plusieurs fois depuis que je me suis exprimée devant vous l'année dernière. Nous espérons qu'après la conférence sur les PID à Samoa, cette question sera traitée de manière plus urgente. Monsieur le Président, Madame la Présidente, je vais m'efforcer de récapituler ici mes messages clés. Tout d'abord, la diplomatie doit rester l'instrument par excellence employé pour des relations normalisées entre tous les États. Ensuite, la nature en perpétuelle évolution des relations internationales rend indispensable un examen critique du système des Nations Unies avec l'objectif central de renforcer la machine interne de notre organisation qui doit être réformée pour refléter au mieux les réalités géopolitiques d'aujourd'hui. Troisièmement, en tant que communauté internationale, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour veiller à ce que la guerre froide ne refasse jamais surface. Même si les fruits de l'après-guerre froide ne se sont pas encore matérialisés pour la plus grande partie de l'humanité. Nous avons aujourd'hui une occasion en or de nous séparer définitivement de toutes les reliques de la guerre froide, telles que le blocus imposé contre l'État frère Cuba. Cuba qui doit être rayé de la liste d'États soutenant le terrorisme. Ensuite, nous demandons réparation. Une question de principe. Cinquièmement, nous devons profiter des nouvelles perspectives de coopération et de partenariat authentique, non seulement avec nos partenaires traditionnels, mais aussi avec des partenaires non traditionnels, à l'instar de Taïwan, car nous devons laisser de côté les tensions géopolitiques de longue date. 6. Nous devons déterminer une stratégie claire et efficace grâce à laquelle les PID pourront faire de l'issue de la conférence de Samoa des résultats concrets. Il nous faut une stratégie faisant fond sur les engagements internationaux existants et incluant les moyens de mise en œuvre pour appuyer les efforts de développement sur la scène nationale et régionale menés par les PID. Sans cela, la conférence de Samoa pourrait, pour citer Dr. Martin Luther King Jr., ne devenir, je cite, qu'un événement sans importance sur la scène de l'histoire et qui sera à jamais dissimulé par la honte qui l'entourera. Septièmement, Sainte-Lucie a soif de liberté, de démocratie, de non-discrimination, de développement durable, souhaite l'élimination de la pauvreté et un traitement spécial et différencié pour les PID. Ce sont là autant d'ingrédients indispensables pour parvenir à faire de nos aspirations des réalités, la paix et la prospérité pour notre peuple, le relèvement et la résilience de notre région des Caraïbes, ainsi que la stabilité et la sécurité du monde entier. Monsieur le Président, Madame la Présidente, je vais conclure. Alors que nous réfléchissons aux possibilités pour réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement durable pour l'après 2015,
il est bon que nous réfléchissions avec soin aux occasions qui s'offrent à nous dans le monde d'aujourd'hui, aux alternatives en matière d'ordre mondial. Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous devons réfléchir à notre présent et à notre passé lorsque nous planifions notre avenir. Nous devons appliquer les leçons tirées du passé. Pour conclure, je vous invite à réfléchir aux paroles de l'ancien président des États-Unis, Woodrow Wilson, qui a insisté sur le rôle de chef de file des États-Unis et son engagement à la démocratie internationale et à la liberté. Je le cite, « Nous nous battrons pour la primauté universelle du droit à travers tout le concert des peuples libres pour amener la paix et la sécurité à toutes les nations. » Merci. Je remercie le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de l'aviation civile de Saint-Lucie pour sa déclaration.